Bien sûr, il faut penser également à faire un dépistage dans d'autres populations. Les patients qui ont des épigastralgies, les patients qui ont une hyperlipémie en rapport avec certains médicaments. Et surtout, cette présence de dépôts lipidiques extravasculaires. Ceci nous amène à bien examiner nos patients. Quelques exemples un peu caricaturaux de dépôts péricornéens, exantome. Voilà. Donc, on voulait dire que ce dépistage, s'il est important, il y a beaucoup d'incertitudes quant à la population qui doit en bénéficier. On sait que quelques-uns rentrent dans le moule, mais il y a d'autres, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Peut-être qu'à partir de 40 ans, il faut penser à faire ce dépistage systématique, même s'il est coûteux pour la santé, peut-être qu'on rattrapera en évitant les événements cardiovasculaires, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, après ce dépistage, maintenant on a identifié ce groupe de patients qui peut bénéficier de ce bilan lipidique. On va passer en revue 3 situations. Le bilan lipidique, quelles sont ses conditions de réalisation, comment l'interpréter, classer cette dyslipidémie et bien sûr prendre en charge ce patient. Je reste un petit peu muet sur cette diapo, j'attends un petit peu vos commentaires. Le prélèvement sanguin, il est classique de dire qu'il doit être effectué après 8 à 12 heures de jeûne. 12 heures pour le diabétique, c'est beaucoup. Si c'est un diabétique, il faut faire attention. Et puis, il faut savoir qu'actuellement, on a tendance à beaucoup parler de l'hyperlipémie postprandiale à l'image de l'hypoglycémie postprandiale, sauf qu'on ne sait pas comment un petit peu faire le protocole de recherche. Mais en tout cas, cette notion d'hyperlipémie postprandiale est importante à considérer. Donc, si on a un patient qui a fait son bilan, qui n'était pas à jeun, il ne faut pas jeter ça en disant vous refaites le bilan parce qu'il faut être à jeun. Il faut le lire et peut-être faire des travaux de recherche, voir un petit peu ce qui se dit dans la littérature par rapport à cette hyperlipémie postprandiale et identifier quel est le meilleur protocole pour arriver à de bonnes conclusions. Quant au premier point, je l'ai laissé exprès et j'attends les commentaires un petit peu de nos collègues. Cette phrase existe, elle existe dans des recommandations qui ont pris un peu d'âge et je l'ai recopiée telle qu'elle. C'est dit que le bilan lipidique doit être fait à distance de tout processus pathologique, 2 à 3 mois après un épisode infectieux, chirurgical ou ischémique. Je pense que nos collègues cardiologues sont en train de chuchoter en disant qu'est-ce qu'il est en train de dire, parce que cette phrase est particulièrement fausse, en particulier considérant l'accident ischémique. Les cardiologues savent mieux que moi qu'au décours d'un accident ischémique, on fait un bilan lipidique de référence, mais même si on ne l'a pas fait, de toute façon, il y a indication un traitement hypolipémiant par statine. Donc quand on fait une lecture, il faut faire attention à ce qui se dit et vérifier que si cet aspect est toujours d'actualité ou ne l'est pas. Donc cette phrase existe dans la littérature. Faites attention, je parle aux jeunes médecins, si vous la lisez, devant un accident ischémique, il n'y a pas lieu de tergiverser. On fait un bilan qui servira de référence. Si on ne peut pas le faire, les cardiologues savent mieux que moi, de toute façon, qu'il y a une indication au traitement. Le bilan lipidique comporte obligatoirement les 4 paramètres si on veut faire du bon travail. Bien sûr, le cholestérol total, le LDL cholestérol, le HDL cholestérol, qui dit bon cholestérol, et puis les triglycérides. Vous voyez, donc c'est ce qui est en vert. Et puis, pourquoi pas ne pas faire d'autres paramètres, d'autant plus que ça ne coûte rien. Il suffit de faire une addition, une multiplication, une division, etc. Il n'y a pas un problème de surcoût par rapport au non-HDL cholestérol, qui peut apporter beaucoup de renseignements, même si ce n'est pas dans les recommandations de type 1. Et puis il y a ces rapports également, HDL cholestérol sur HDL cholestérol. Donc le rapport également est important à considérer. S'il n'y a pas un surcoût, c'est juste un calcul. Ce qui est d'actualité, c'est le non-HDL cholestérol. Alors ici, j'ai oublié de faire une remarque, pardon. Ce qui se passe couramment, c'est que nos collègues du laboratoire, je ne sais pas, c'est un débat qu'on peut ouvrir, lorsque le taux de cholestérol est normal, on ne nous fait pas les fractions HDL, LDL. Nous, on ne sait plus travailler sur le cholestérol total, même quand il est normal,
on est tenu d'avoir l'HDL cholestérol et le LDL cholestérol. Donc je pense que c'est des habitudes qui sont en train de changer dans le bon sens, mais on a vécu jusqu'à un passé assez récent cette difficulté. On vous dit cholestérol total, donc on ne fait pas les fractions. Donc le débat peut être ouvert sur cet aspect. Et puis l'interprétation du bilan ne doit pas se faire selon les normes du laboratoire. Elle doit se faire selon le risque cardiovasculaire du patient. Et puis, on va dire cette interprétation du bilan lipidique, je vous pose la question également, est-elle simple ou pas? Je fais le taux de cholestérol, j'ai fait l'HDL, j'ai fait le LDL, j'ai les triglycérides, j'ai peut-être calculé mes fractions cholestérol non HDL. Est-ce qu'à partir de là, j'ai une appréciation globale sur mon bilan lipidique? Donc, interprétation simple ou compliquée, je pose la question. Les situations les plus classiques, c'est qu'on sait calculer le LDL, ça ne se mesure pas le LDL, ça se calcule, la formule de Friedwald. On sait tous que le LDL est un des facteurs majeurs qui est à l'origine d'augmentation d'événements cardiovasculaires. C'est majeur à tel point qu'on oublie les autres. On sait que c'est un facteur de risque modifiable. On sait faire diminuer le LDL cholestérol par le biais des statines, même si on sait également qu'il y aura un risque résiduel. Et les traitements miracles, un petit peu entre guillemets, excusez-moi l'expression, c'est bien sûr les statines qui seront classées en fonction du niveau de puissance. Donc voilà, on a un facteur très puissant, très prédictif du risque cardiovasculaire, des événements à venir. On sait ce qu'il faut faire, on a un traitement, on sait surveiller ce traitement, et justement parce qu'il y a tout ça, on oublie qu'à côté, il y a des anomalies qualitatives du LDL cholestérol. Et cette situation se voit dans des pathologies fréquentes, comme le diabète, comme le syndrome métabolique, on constate ça tous les jours. Et certainement, combien de fois nous avons rassuré certainement ces patients parce que leur taux de LDL n'était pas élevé du tout, ou bien à la limite supérieure de la normale pour le risque encouru. Et puis certainement, on n'a pas regardé de très près les HDL et les triglycérides, ou même si on a regardé, peut-être les anomalies étaient mineures, et donc nous n'avons pas identifié ces anomalies qualitatives du LDL. Et il est classique de dire que ces anomalies qualitatives du LDL sont très hétérogènes. Donc ça, il faut le retenir. Donc vous avez un bilan standard avec un LDL, lorsqu'il est élevé, l'interprétation est facile, on sait ce qu'il faut faire, on sait que c'est un facteur de risque, on sait comment agir, c'est la situation la plus classique. Une situation moins classique, difficile à diagnostiquer, c'est les anomalies qualitatives du LDL. C'est pour revenir à la question qu'on s'était posée, la difficulté d'interprétation du bilan lipidique. Ce n'est pas simple. Quand c'est simple, il faut dire peut-être qu'il se passe quelque chose que je n'ai pas vu ou bien que je n'ai pas précisé. Le HDL cholestérol, c'est le fameux bon cholestérol, et vous voyez sur cette diapo, même quand le taux de le LDL cholestérol est proche de la normale, le risque est élevé si le HDL est très bas. Et lorsqu'un HDL est bas, même juste à la limite inférieure, pensez à cette anomalie qualitative du LDL. C'est un facteur qui peut nous signifier qu'il y a peut-être une anomalie qualitative du LDL. Donc ça aide parce que on va dire c'est un facteur protecteur, etc. Même si c'est beaucoup plus complexe que ça, mais au moins ça peut nous amener à réfléchir sur ces anomalies qualitatives du LDL. Et puis malheureusement, sur ce HDL, on ne sait pas quoi faire. Les traitements qui étaient très efficaces plutôt, on ne va pas dire très efficaces, les statines sur la diminution du taux de LDL, ça allait beaucoup moins bien sur le HDL. Et je ne sais pas, est-ce que c'est pour cette raison
parce qu'on ne sait pas quoi faire et on se dit on ne regarde pas le HDL, on sait que c'est un facteur de risque, mais on ne l'inclut pas dans les cibles thérapeutiques. Je ne sais pas, donc c'est un point également de réflexion. On parle beaucoup de LDL comme cible thérapeutique, on a exclu le HDL. Est-ce qu'on a le droit, enfin une raison, plus tard on le saura, d'exclure ce LDL ou pas, ce HDL, pardon. Les fibrates font peut-être un peu mieux, mais dans des normes qui ne sont pas très différentes. Les triglycérides sont-ils hétérogènes? La question est classique. La réponse est oui. De toute façon, il vaut mieux considérer tel quel, parce que certains auteurs disent que l'augmentation des triglycérides n'est que l'image en miroir de la diminution des HDL. C'est un petit peu le même paramètre. Mais je pense dans notre pratique, il vaut mieux considérer que les triglycérides sont hétérogènes. Et bien sûr, les triglycérides sont à l'origine d'autres pathologies, telles que les pancréatites. Il faut faire attention lorsque les taux sont très élevés. Je passe un petit peu parce que je regarde Monsieur le Président qui me regarde. Peut-être que le temps imparti commence à diminuer. Bien sûr, on a parlé du LDL, on a parlé du HDL, et on avait dit tout à l'heure que ça ne coûtait pas grand-chose de travailler sur des paramètres, d'autant plus qu'ils peuvent nous dire si on a affaire à une dyslipidémie hétérogène ou pas, en particulier ce non-HDL cholestérol. Tout simplement parler du HDL qui est le bon cholestérol, le LDL qui est le mauvais cholestérol, mais le LDL n'est pas tout le mauvais cholestérol. Donc qu'est-ce qu'on dit? On va ramasser toutes les particules qui sont du mauvais cholestérol. Donc ce qui n'est pas HDL cholestérol est considéré comme du mauvais cholestérol, et donc ça permet de dire si la dyslipidémie est hétérogène, et en tout cas ce taux est corrélé à l'insulinorésistance, c'est important de le dire. Il est corrélé également à l'hypertriglycéridémie ouest, pardon. C'est le tour de taille hypertriglycéridémique, c'est des patients qui ont un tour de taille élevé, des triglycérides élevés, et qui sont connus en milieu de cardiologie pour faire beaucoup d'infarctus du myocarde. La dyslipidémie, bien sûr, il faut la classer, et avant de la classer, c'est bien de vérifier s'il y a une dyslipidémie secondaire. Pourquoi? Ça concerne et les triglycérides et le cholestérol, tout simplement parce que lorsqu'on va traiter ces patients, si on doit les traiter par statine ou fibrate et qu'on n'a pas fait le diagnostic étiologique de dyslipidémie, c'est une situation à risque pour le malade. C'est des patients qui tolèrent moins bien les traitements hypolipémiants. Donc, devant toute dyslipidémie, recherchez ces pas secondaires. Vous avez l'hypothyroïdie, le syndrome néphrotique, pour ne citer que cela. Et voilà. Bien sûr, il faut classer le patient, la dyslipidémie plutôt. C'est peut-être complexe. Pour faire simple, la classification actuelle pour la pratique courante, c'est de dire que s'il y a hypercholestérolémie seule, s'il y a hypertriglycéridémie seule, ou s'il y a une hypercholestérolémie associée à une hypertriglycéridémie, c'est-à-dire qu'elle est mixte. C'est les trois situations que nous allons rencontrer en pratique, et ça représentera plus de 95% de ce qu'on voit.